Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Ils ne sont pas encore libres. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en détention après leur acquittement mardi dernier. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Les deux hommes ne quitteront pas La Haye avant au plus tôt le vendredi 1er février, date de la prochaine audience. Le président Alassane Ouattara félicite le nouveau président malgache Daniel Kablan-Duncan, reçu par Andry Rajoelina. Il représente le chef de l'État ivoirien à l'investiture du président élu. Les deux hommes ont évoqué les questions bilatérales, bientôt la mise en place d'un comité mixte de coopération. Et puis, en République démocratique du Congo, Kinshasa rejette l'appel de l'UA. L'Union africaine demandait la suspension de la proclamation définitive des résultats de la présidentielle. Une délégation va se rendre à Kinshasa en urgence. La question était au centre d'une réunion à huis clos à Addis Abeba, en Éthiopie. On ouvre ce journal par l'actualité à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent pour l'instant en détention. La CPI va examiner l'appel interjeté. Les deux hommes doivent attendre au moins jusqu'au 1er février. Gabriel Zani. La chambre d'appel de la CPI maintient Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'obtiennent pas la libération immédiate sans condition, comme annoncé par le juge Kounota Fuseur le mardi 15 janvier. C'est le verdict prononcé ce vendredi par la chambre d'appel. La décision a été prise à la majorité 3 contre 2 sur les 5 juges que contre la chambre d'appel. Les deux hommes restent donc en prison. Une audience se tiendra le 1er février prochain pour entendre d'autres arguments sur l'appel de la procureure de la CPI. Un appel formulé quelques heures après leur libération, ordonnée en première instance le mercredi 16 janvier. Le procureur a jusqu'au 23 janvier pour présenter tous les motifs de sa requête d'appel dans un document. C'est ce qu'a ordonné la chambre d'appel. Les réponses de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ainsi que celles des victimes participant à la procédure sont attendues le 29 janvier. La décision de la chambre d'appel a été prise suite à l'appel de l'accusation contre la décision de la chambre de première instance concernant la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé suite à leur acquittement. Ce procès en deux, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, un marathon judiciaire. Retour sur cette affaire. D'abord, depuis leur arrestation jusqu'à ce jour, un récit de Sidonie Davila. Novembre 2011, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est envoyé à la Cour pénale internationale CPI. En 2012, commence son procès, marqué par la présentation des charges retenues contre l'ancien président ivoirien. Des charges qui vont de la commission des crimes de guerre aux crimes contre l'humanité. En janvier 2013, au Ghana, l'ex-leader des Jeunes Patriotes et ministre de la Jeunesse est arrêté et transféré à La Haye en mars 2014. Le dossier de Laurent Gbagbo est joint à celui de Charles Blé Goudé en mars 2015, car selon la CPI, les rôles des accusés dans les crimes présumés commis lors de la crise post-électorale de 2010 sont liés. 4 chefs d'accusation sont donc retenus contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Mais les co-accusés ont choisi de plaider non coupables. Le procès contre Laurent Gbagbo s'est officiellement ouvert le 28 janvier 2016 après une longue phase préliminaire. L'instruction du dossier a duré 1 an. 22 000 pages de preuves et de déclarations d'une centaine de témoins ont été examinées. Malgré les témoignages recueillis, le bureau de la procureure Fatou Bensouda a été renvoyé une fois pour insuffisance de preuves tangibles pouvant démontrer la culpabilité de l'ancien président ivoirien dans les faits reprochés. Plusieurs autres témoins à charge vont se succéder au tribunal de La Haye. Parmi eux, des témoins clés dont les généraux de l'armée ivoirienne Philippe Mangou, Dogbo Blé, Kassarate Izoire, Mathias Doué, Guébi Point, Bredoumbia. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a aussi été interrompu à plusieurs reprises. Débuté en octobre 2018, le bureau du procureur a soutenu que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé,
était responsable de la gestion de la crise post-électorale. L'accusation avait démontré qu'il y a eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. Reporté pour une énième fois, le procès de ces responsables politiques ivoiriens a repris le 12 novembre dernier. La défense, dans son plaidoyer, a demandé l'acquittement de ses clients, défendant que la procureure n'a pu prouver l'existence d'un plan de nature illégale ou criminelle donné par les accusés. À côté de cela, la défense a déposé au moins plus d'une dizaine de demandes de liberté provisoire. Ces demandes, refusées au motif que sa détention demeure la seule garantie de la participation de l'ancien président à son procès. La Cour dénonce par ailleurs l'existence d'un réseau de partisans qui pourrait aider Laurent Gbagbo à échapper à la justice. Après le réquisitoire du bureau de la procureure et la plaidoirie de la défense, la Cour pénale internationale a repris le jeudi 13 novembre l'examen du dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'audience est tenue sur une demande de remise en liberté provisoire pour l'ex-chef d'État ivoirien et de son ministre de la Jeunesse. Les avocats et les familles politiques de ces deux détenus sont désormais fixés sur le sort des accusés à l'issue des délibérations des juges. Les relations politiques sont bonnes entre Madagascar et la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'a déclaré le vice-président. Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État ivoirien à l'investiture du nouveau président malgache. Il a été reçu aujourd'hui par Andry Rajoelina, envoyé spécial Alvorassa. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan est porteur d'un message de félicitations du président de la République Alassane Ouattara au nouveau président malgache Andry Rajoelina pour son élection à la tête de Madagascar. Outre le message de félicitations, ils ont échangé sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Entre Madagascar et la Côte d'Ivoire est bonne au niveau politique, mais nous avons, disons, du chemin à parcourir au niveau économique. Et j'ai senti chez le président Rajoelina la même volonté que le président Alassane Ouattara de renforcer cette coopération. Ils vont se voir à Addis Abeba, en marge des réunions donc, de l'Union africaine, il a confirmé tout à l'heure, et ils vont pouvoir faire en sorte que cette coopération soit renforcée. Notamment les deux ministres des Affaires étrangères vont faire en sorte que, comme ils vont mettre en place une commission mixte de coopération entre les deux pays, et un certain nombre d'accords doit pouvoir être étudié et être signé, notamment dans le domaine de l'agriculture. Dans l'agriculture, dans le domaine du cacao, nous donne donc de la production de riz, etc. Et la transformation donc, de ces produits, c'est un premier champ qui a donc été retenu. Vous avez aussi dans le domaine des mines, notamment dans le domaine de l'or et des pierres précieuses, sur lesquelles on doit pouvoir coopérer, parce que c'est important. Dans le domaine de l'éducation nationale, qui est un autre dossier qui a donc été retenu. Le problème aussi d'aménagement des villes. Le président était intéressé de voir comment Abidjan se transforme, puisqu'il a des idées très importantes pour Antananarivo, pour l'avenir. Et aussi dans le domaine de l'électricité, parce que là aussi c'est important. Il a indiqué qu'il veut doubler la production, la capacité de production donc, au niveau de Madagascar. J'ai indiqué ce que le président Alassane Ouattara avait fait depuis son arrivée. Et il était intéressé de voir comment les choses peuvent aller donc de l'avant ici. Restons toujours à Madagascar avec Alvorassa. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu la communauté ivoirienne, ces Ivoiriens de la diaspora engagés à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a rencontré l'Association des Ivoiriens de Madagascar. Elle compte une centaine de membres, de hauts cadres dans les institutions financières et internationales et des hommes d'affaires qui sont dans plusieurs secteurs d'activité. Nous avons été très honorés par le vice-président qui nous a reçus, avec qui nous avons échangé sur des préoccupations majeures qui nous concernent, notamment la mise en place d'un consulat pour l'océan Indien, la nécessité de mettre en place un programme d'échange entre Madagascar et la Côte d'Ivoire, et aussi la possibilité pour nous de pouvoir participer au développement économique de notre pays. Répondant à leurs préoccupations, Daniel Kablan-Duncan a dit que le dossier était en voie de finalisation. Je crois qu'on est en train de travailler sur le dossier du consul ici.
L'ambassadeur en a reparlé. Nous avons le consul de Madagascar en Côte d'Ivoire aussi, avec lesquels on est en train d'échanger. Et je pense que cette question, on va évoquer avec le président de la République lors de la rencontre, puisque je crois qu'il y a une demande qui a été formulée depuis quelque temps. Mais je crois que les changements ici, le temps qu'il faut pour instruire le dossier, a été un peu plus long, mais je crois qu'on doit pouvoir faire bouger les choses. Puisqu'il y a une volonté très claire des deux présidents de renforcer cette coopération. Le vice-président ivoirien, après leur avoir donné de sages conseils et exposé la situation économique du pays qui se porte bien et même très bien, il leur a demandé, comme le souhaite le président de la République Alassane Ouattara, de songer à leur retour au pays pour y investir et contribuer ainsi au développement de la Côte d'Ivoire. De Madagascar, rendons-nous au Sénégal. Il se tient à Dakar la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le Premier ministre représente le président de la République, Amadou Gon Coulibaly, appelle à la création de champions nationaux, des actes qui vont impulser le développement. Adama Koné est à Dakar. Au pied de la statue de la Renaissance à Dakar au Sénégal, gouvernants africains, experts et partenaires financiers et techniques tentent de dessiner les contours d'une émergence inclusive pour le continent africain. Une des préoccupations essentielles de cette rencontre est la suivante. Qui doit être l'acteur principal de cette émergence? Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, participant au panel de haut niveau, livre une ferme croyance. Ma conviction, c'est que à partir d'entreprises qui elles-mêmes ont montré donc leur capacité sur la base d'une réglementation donc générale, il est possible donc d'identifier celles qui, par une volonté politique, méritent donc d'être accompagnées par les États, et c'est nécessaire donc que les États le fassent, parce qu'on ne peut pas donc être un pays émergent et avoir l'essentiel donc de la ressource qui est créée dans nos pays, qui est créée donc par des entreprises donc étrangères. C'est important que ces ressources donc nationales, que cette création de richesse, nous puissions la dompter, que cette création de richesse soit tirée de plus en plus par des entreprises donc nationales, régionales, des entreprises donc africaines, et le retour naturellement au niveau de nos pays donc sera donc ainsi donc bénéfique. Le disant, il apporte en même temps des pièces à conviction qui ne sont en réalité que la main tendue de l'État ivoirien pour fertiliser l'émergence des champions nationaux. Alors pour ce qui concerne les champions donc, nationaux, nous pensons qu'avec une série de mesures qui ont été prises, donc d'abord pour avoir un tissu donc, de PME qui soit donc efficace, nous avons donc décidé que pour tous les investissements, les opérateurs qui auraient au moins 30% de sous-traitance locale donc pourraient avoir une marge préférentielle donc de 5%. Nous avons décidé au niveau de la commande donc publique de réserver au moins 20% de la commande publique donc aux PME donc nationales. Donc toute une série de mesures qui ont permis donc d'avoir donc des petites et moyennes entreprises donc ivoiriennes qui ont commencé à grossir. Et à partir de là, vous pouvez identifier des entreprises qui donc, méritent à partir de là d'être soutenues et où la volonté politique doit prendre le relais pour accompagner donc, ces entreprises et en faire donc, des entreprises qui sont des champions donc, nationaux. Mais comme disait le président donc, Macky Sall, et c'est important, nous ne pouvons plus raisonner uniquement au niveau de l'espace de nos pays, parce que si nous voulons des entreprises qui sont fortes, il faut que le marché auquel elles puissent avoir accès soit un marché donc large. Rappelons que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est l'inspirateur de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président sénégalais Macky Sall invite les participants au pragmatisme. L'émergence ne se décrète pas, mais se conquiert par une vision et des actes de tous les jours. C'est pourquoi nous voulons d'abord compter sur nos propres efforts, mais aussi sur la vitalité des partenariats équilibrés, respectueux des intérêts de toutes les parties, et donc mutuellement bénéfiques. Voilà l'Afrique que nous voulons bâtir, une Afrique debout, en marche, d'un pas ferme vers le progrès. Dans cette Afrique en construction,
les gouvernements sont à la tâche. La jeunesse instruite et créative entreprend et réussit. Des hommes et des femmes d'affaires s'activent, investissent, créent des emplois et de la richesse. Notre responsabilité d'aujourd'hui, c'est de labourer le champ de tous les possibles. Pour sa part, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta insiste sur la transformation des matières premières, s'appuyant sur le fait que son pays ne transforme qu'une petite partie de sa production cotonnière. La représentante du président français Ségolène Royal, quant à elle, appelle les Africains à tenir compte du changement climatique dans leur marche vers l'émergence. En 30 ans, la France a perdu 400 espèces d'oiseaux, déclare-t-elle, soulignant que les mauvais exemples de la France et du reste du monde en matière d'environnement doivent servir aux pays africains. Ici, en Côte d'Ivoire, depuis le 1er janvier 2019, des nouveaux barèmes dont des actes médicaux sont appliqués dans les cliniques privées. Une concertation se tient entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et les acteurs du système de santé privé. L'objectif est d'aboutir à un arrêté ministériel, ce qui permettra de soulager les usagers. Je vous propose d'écouter Eugène Akaoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agissait de faire ce que nous aimons beaucoup appeler la démarche participative pour une large concertation, et c'est ce que nous avons fait. Nous voulons nous acheminer vers la prise d'un arrêté pour mettre de l'ordre dans la pratique des prix. Mais il s'agira d'un arrêté interministériel, donc il n'y a pas que le ministère de la Santé, il y a des points focaux comme le ministère de l'Économie et des Finances, comme le ministère de la Protection sociale, le ministère du Commerce. Nous faisons ce travail préparatoire qui est en bonne voie, et puis pour le reste, on avisera. Mais en tout état de cause, nous sommes pour revoir à la baisse les 3 prestations qui, même si la profession dit que c'est justifié, nous considérons que ça présente des augmentations trop importantes. Et c'est depuis 1998 que ce nouveau barème est institué. Jusque-là, il n'était pas appliqué sur le territoire national. Du côté des acteurs, le système sanitaire, l'on parle d'harmoniser les tarifs alors que le patient débourse beaucoup plus. Selon ce barème, l'augmentation minimum sur les prestations est de 2000 francs CFA. Simple ajustement ou s'agit-il d'une augmentation? Suivant ce reportage de Salima Toudia. En leur disant, les assureurs de Côte d'Ivoire se prononcent sur l'ajustement des tarifs appliqués dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier. Ils balaient les rumeurs faisant état de leur intervention dans la fixation des cours. Les assureurs n'interviennent et ne sont intervenus à aucun moment dans la fixation des actes ou des honoraires des médecins et des coûts des actes des cliniques privées. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire décide d'harmoniser leurs primes d'assurance en fonction des tarifs médicaux. À l'heure actuelle, pour atténuer la perte, les primes d'assurance, pour tenir compte de l'harmonisation des tarifs de 90 qui nous est proposé, en vigueur, devraient être réajustés de l'ordre de 30 à 50% si nous voulons faire les choses. Mais tenant compte de la situation socio-économique, les assureurs limiteront cet impact sur les primes à des taux se situant entre 15 et 20%. Un arrêté interministériel devrait être pris bientôt, situant sur les barèmes des 31 actes médicaux dans les cliniques privées. Et on parle de cette bonne nouvelle assurément pour les familles, une baisse de 20% sur le tarif domestique social de l'électricité. Il s'agit des abonnés aux 5 ampères. Ils sont 850 000. Cette réforme sera effective à compter de la facturation du mois de janvier 2019. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Chers clients, dans le cadre du programme social du gouvernement, il sera procédé à la baisse de 20% du prix du kilowattheure des factures des clients au tarif domestique social de l'électricité de 5 ampères. Ce message, Michel Kakou, résident à Agbanatier dans la commune d'Atekoubé, l'a reçu sur son téléphone comme de nombreux Ivoiriens en ce début d'année. La dernière facture de Michel Kakou s'élevait à 2700 francs CFA. Il espère payer bien moins les prochains mois, surtout qu'il ne dispose qu'un poste téléviseur en état de marche. Même son de cloche chez Dame Sanoussi Rosine, femme au foyer. Pour elle, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre.
Ça nous fait plaisir. On est vraiment heureux d'avoir ce compteur en prix baissé. Il y a des choses que nous voulons faire à cause du prix des courants, on ne peut pas faire, on a peur. Donc si le gouvernement nous aide à faire cela, il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire avec le courant. Ce sont au total 850 000 familles à faible revenu qui sont concernées par cette mesure. Au quartier Jérusalem à Atekoubé, où vit Simone V, on se réjouit déjà de cette décision du chef de l'État en attendant son application effective. La population est diminuée et nous sommes dans des quartiers précaires, nous n'avons pas assez de moyens. Il nous a tellement arrangé que je lui dis merci. Merci d'abord pour le fait qu'il ait pris l'initiative, mais on attend la suite si les factures viennent que c'est vraiment baissé. La mise en œuvre de cette réforme sera effective à compter de la facturation de janvier 2019. Cette mère de 5 enfants, elle, se réjouit déjà des économies qu'elle pourrait désormais réaliser. En temps normal, la facture, l'autre facture, quand ça vient, c'est un peu élevé. Mais avec la baisse du prix, vraiment, je pense que ça fait beaucoup de choses dans nos ménages. Rappelons que c'est conformément aux instructions du chef de l'État, Alassane Ouattara, de procéder à la baisse du tarif social de l'électricité de 20% qu'un arrêté interministériel a été pris le 2 janvier dernier. Ils aussi se réjouissent. Le ministre des Sports, dans Haut-Poilin, a remis les clés des chambres aux étudiants de l'INJS. L'Institut national de la jeunesse et des sports dispose donc désormais de 2700 chambres. Ce sont des acquis des Jeux de la francophonie organisés en juillet 2017 au Dalegbe. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, est un centre de formation au métier du sport et des loisirs créé en 1961 et regroupe 11 écoles au titre de l'année académique 2018-2019, 2500 étudiants pour les diplômes de professorat DPS, de sport, d'éducation permanente. Rénové à l'issue des 8e Jeux de la francophonie en juillet 2017, le campus a été rendu à ses occupants naturels. C'est donc avec beaucoup d'émotion que le porte-parole des étudiants de l'Institut, Alimon Daniel, a témoigné sa gratitude au ministre des Sports et aux autorités politiques. Nous avons entre nos mains un joyau. Et le défi majeur auquel nous devons faire face sera la pérennisation de nos acquis. Nous devons entretenir notre école en général et notre cité en particulier, afin que les générations après nous puissent en bénéficier. Le ministre Don Claude Paulin a demandé aux étudiants de prendre soin de ces infrastructures et aussi de rester concentrés sur leur formation. Aujourd'hui, voilà l'INJS, désormais rénové pour remplir sa grande vocation d'être là pour former dans les métiers du sport, mais aussi dans le secteur de la formation, pour l'encadrement de la jeunesse. Habib Sanogo, directeur de l'INJS, a témoigné sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire qui a permis que les étudiants soient relogés. Aussi voulons-nous à cet instant exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. À son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, qui a suivi de main de maître la réalisation des travaux, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. L'INJS abrite 33 bâtiments de 4000 lits, un gymnase, 43 salles de classe, une cafétéria et des terrains de football, de rugby, de basketball, de handball et de volleyball. La cérémonie s'est terminée par une visite des bâtiments, des chambres et de la salle de visite. Dans l'actualité politique, les préparatifs du 26 janvier, date du congrès du RHDP, plusieurs délégations sillonnent les régions à la rencontre des militants. Herman Guivé nous fait le point dans les régions de Lamé, du Gontougo et de l'Agné-Bitiassa. Un pré-congrès dans la région de Lamé marqué par l'ouverture des travaux en commission par Joseph Seka et Anoblé Félix, puis par un grand rassemblement place de la Gare pour expliquer aux populations la nécessité d'aller au parti unifié RHDP. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'allait faire Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui face à la situation que nous vivons. Sentiment du devoir accompli. Nous partons satisfaits parce que nous retenons que Adzopé est totalement engagé pour le RHDP. Nous demandons aux Ivoiriens épris de paix de venir prendre donc leur place dans le RHDP. On aura affaire à un parti assez fort qui laissera derrière lui que des miettes. Lecture de motion de soutien, les populations de la région de Lamé confirment leur présence au congrès du RHDP.
Abdallah Mabrit Ouakos, président du pré-congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, en charge du Gontougou, invite les militants de son groupement politique à la mobilisation pour les futures joutes électorales. Lors de la restitution des travaux en groupe à Bandoukou sur les différentes commissions du Congrès du 26 janvier, il a invité les militants à travailler ensemble dans la confiance et la discipline, leur demandant également de veiller sur l'héritage légué par le président Houphouët-Boigny. Quand vous regardez tous ces hauts cadres, des DG, des députés, des maires, tous sont du RHDP, des sénateurs, il faut que le papa Bédier accepte de revenir à la maison, parce que nous l'attendons. Les travaux du pré-congrès consistaient à apporter des avis et amendements sur les 4 commissions retenues pour le congrès du RHDP le 26 janvier. D'en haut, Paulin Claude, premier vice-président du comité d'organisation du congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, était à Abouville. Sa mission, engager les travaux du pré-congrès du RHDP. Damba Ngoupière, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, a tenu à rassurer les émissaires du parti naissant de l'adhésion des populations aux objectifs de rassemblement, de développement et de paix du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Le pré-congrès du RHDP dans l'Agnébi-Tiassa s'est achevé par la lecture du rapport de synthèse et de 2 motions de soutien au président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara. Un nouveau parti soutient le RHDP, le parti des Oufouettistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée politique. La cérémonie s'est tenue à Azaguié. Ils sont 894 dont le mérite est reconnu. La garde républicaine au nord s'est promue au titre de l'année 2019. Les nouveaux galons arrosés, comme le veut la tradition militaire à Boussanogo. Le grade consacre une aptitude à exercer une fonction donnée. Cette cérémonie marque la commémoration d'une tradition militaire à laquelle se soumettent tous ceux qui obtiennent une promotion au grade supérieur. À la caserne du groupement 1 de Trècheville, 894 militaires, dont 34 officiers, 780 sous-officiers et 80 militaires du rang, promus au titre de l'année 2019, ont vu leur nouveau galon être arrosé par leur supérieur hiérarchique afin d'engendrer d'autres promotions en présence du général de corps d'armée, Vagondo Diomondé, chef d'état-major particulier du président de la République. Une promotion qui appelle à plus de responsabilité et d'engagement dans leur conduite, aussi bien dans les armées que dans la société civile. Cher promu, cette promotion doit sonner comme une évidence devant le talent que vous déployez chaque jour pour la nation. Au sein des institutions militaires, dans le même temps, elle vous appelle à une nouvelle responsabilité. Nous attendons beaucoup de vous. Fiers d'arborer leur nouveau galon, les promus ont traduit leur gratitude au président de la République et à leur hiérarchie. Nous exprimons notre sincère reconnaissance au chef suprême des armées, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la culture de l'excellence au sein de notre armée en pleine mutation. Cette cérémonie d'arrosage de galon est certes symbolique, mais a un sens profond car elle traduit non seulement la reconnaissance du subordonné à son supérieur, mais aussi l'esprit de discipline et de soumission qui fait la force principale des armées. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'Union africaine demande la suspension de la proclamation définitive des résultats de la présidentielle, ce que rejette Kinshasa. L'actu en bref, Soro Wodjontele, Abdoulaye Kone. En Éthiopie, la dizaine de chefs d'État et de gouvernement présents à Addis Abeba sont tombés d'accord. Le communiqué final appelle à l'arrêt du processus de proclamation des résultats finaux des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle doit normalement communiquer les résultats définitifs ce vendredi et pour assurer l'application de cette décision, une délégation conduite par Paul Kagame va se rendre à Kinshasa en urgence. Au Soudan, selon un bilan établi par l'Association des professionnels soudanais dans des manifestations contre le régime d'Omar el-Béchir, 3 personnes ont récemment perdu la vie. Une contestation contre la cherté du coût de la vie
Pour se faire entendre, les manifestants ont projeté une marche, aussitôt balayée par les forces de sécurité. À Bogota, un attentat à la voiture piégée a fait une vingtaine de morts. Un attentat qui égratigne l'atmosphère de paix régnant en Colombie grâce à l'accord obtenu avec la guérilla des FARC en 2016. Les premières pistes de l'enquête orientent les accusations des autorités vers l'armée de libération nationale. Le président Ivan Duque, appelant à l'unité nationale, a décrété 3 jours de deuil national à la mémoire des victimes. Présidentiel en RDC, ajoutant que Kinshasa n'entend pas repousser la proclamation des résultats malgré la demande de l'Union africaine. Et puis au Burkina Faso, on l'apprend ce soir, le Premier ministre Paul Kabatiba rend sa démission et celle du gouvernement. Les motivations de cette décision ne sont pas encore connues. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.